les plus fréquentes chez le jeune enfant. Alors avant de répondre à toutes vos questions sur ce thème, on va faire, Benoît, un petit rappel anatomique et même embryologique. Voilà, la mise en place de tous les organes essentiels se fait vers la 4e semaine de développement de l'embryon. C'est ce que l'on appelle l'organogénèse. Alors sur le schéma que vous allez voir, en vert, on distingue l'embryon, l'ensemble des organes. En deux, hein, voilà, exactement. Bien voir dedans. Et l'ensemble des organes dérive de 3 feuillets que l'on appelle l'ectoderme en bleu, l'endoderme en doré et le mésoderme au centre en mauve. Alors en résumé, un organe peut provenir soit d'un seul feuillet, c'est le cas des reins, des ganglions, encore du cœur. Ils dérivent tous du mésoderme, soit d'une combinaison des 3 feuillets, c'est le cas du tube digestif, du foie ou encore du pancréas. Alors pour former les organes, les cellules doivent proliférer en nombre suffisant, migrer à la bonne place, ce que vous allez voir, et une fois arrivées, elles doivent se spécialiser. Si l'une de ces étapes ne se fait pas correctement, des malformations surviennent. Si par exemple le diaphragme se développe mal, des zones de passage vont persister entre les 2 cavités et vous allez voir le résultat, ce qui se passe entre le thorax et l'abdomen. Alors regardez à gauche, on vous a montré un schéma. Le diaphragme, c'est ce muscle qui sépare le thorax de l'abdomen et qui normalement est à peu près comme ça. Là, le problème, c'est qu'il n'est pas comme ça. Il est remonté là et le résultat, c'est que ça, l'estomac qui devrait être situé très en dessous, remonte à l'intérieur du thorax. On voit ça à gauche sur la radio, où on a ici le cœur et on a cette image qu'on ne devrait pas voir, qui est ce qu'on appelle la poche arrière gastrique, avec en fait l'air qui est contenu dans l'estomac, qui est remonté dans le thorax alors qu'il devrait rester normalement nettement plus bas. On appelle ça donc une hernie diaphragmatique du fœtus. Et puis certaines ébauches d'organes doivent aussi se creuser et former un tunnel, alors que d'autres parties doivent se résorber. C'est ce qui se passe dans le développement des différents viscères, et ça c'est normal. On peut alors observer une atrésie de l'intestin grêle ou encore une absence d'ouverture au niveau du rectum. Résultat, le bébé naît sans anus. C'est ce que l'on appelle les malformations anorectales. La fréquence est de 1 pour 5000 naissances. Heureusement, plusieurs de ces malformations de développement s'opèrent et on va donc en parler avec nos invités. Oui, avec notre spécialiste, bien sûr, le professeur Sabine Sarnaki, qui est chirurgien viscéral pédiatrique à Necker Enfants Malades à Paris et également coordonnateur du centre de référence sur les malformations anorectales et pelviennes rares. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On va accueillir Frédéric et Olivier Burgot. Bonjour. 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 Alors, vous avez un petit garçon de 3 ans et demi qui s'appelle Léonard, qui va très bien aujourd'hui, on va le dire tout de suite, comme ça on va être rassurés. Alors, ce petit garçon est né par césarienne, avec une malformation qui n'avait pas été détectée pendant la grossesse. Qu'est-ce qui s'est passé à la naissance ? Je crois que Olivier vous en parlera plus aisément que moi, parce que c'était une césarienne. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est il est passé parti avec mon bébé. Oui, ça s'est passé assez rapidement, parce que très vite, dans tous les tests qu'on fait pour les nourrissons, on s'est aperçu qu'il n'avait pas d'anus. Le pédiatre qui avait un petit peu de retard ce jour-là est arrivé quand même en disant on va appeler immédiatement un hôpital. Il se trouve qu'il y avait de la place à Necker. Et 1 heure après, je suis parti avec Léonard à l'hôpital Necker où j'ai été accueilli par le professeur Évian. À qui on a fait subir beaucoup d'examens pour vérifier s'il n'y avait pas d'autres malformations associées. Oui, et heureusement je l'ai su après. Oui. Parce que dans l'urgence, je n'étais pas plus inquiet que ça. J'étais dans l'action et c'est vrai que c'est le lendemain, quand j'ai rencontré le professeur Sarnaki, qui m'a dit, écoutez, tous les examens qui ont été faits ne présentent pas, il n'y a pas de problème. Pour lui, c'était une bonne nouvelle. Et pour moi, c'était une excellente nouvelle. Et c'est là que j'ai appris que cette malformation était souvent liée à d'autres malformations du rein, de la moelle épinière. C'est ça. Que Léonard donc n'avait pas. Et Léonard a été opéré, a eu une première opération, parce qu'il y en a eu d'autres, mais dès le lendemain. Dès le lendemain, le lendemain de la naissance, le samedi, il a été opéré pour pratiquer une colostomie. C'est-à-dire une poche. Une poche au niveau de l'abdomen. Au niveau de l'abdomen gauche. Et c'était la première opération et manifestement, j'avais déjà compris que c'était l'opération la plus facile et la plus simple. Voilà. On va parler ensuite de la deuxième opération, mais il faut bien dire que pour reconstruire l'anus, il faut attendre que le bébé soit un tout petit peu plus gros que les 2,5 kg en général quand il naît. On a attendu 1 ou 2 mois, on va en reparler tout de suite avec vous. Yvette là, nous dit, et ça correspond à ce que vous racontez, pourquoi se presser de faire une chirurgie à un nourrisson au lieu d'attendre que l'enfant ait 1 ou 2 ans? Parfois, on n'a pas le temps d'attendre. Là, dans cette situation, les enfants n'ont pas de possibilité d'émettre des selles, d'avoir un transit.
Donc si on les laissait dans cette situation-là, ils se retrouvaient dans ce qu'on appelle un syndrome occlusif, une occlusion, avec tous les risques que ça comporte. Donc de toute façon, dans cette situation, on n'a pas le choix. Et effectivement, pour aller dans le sens de cette question, on ne pratique pas d'emblée une intervention complexe, mais une intervention simple, qui se fait assez facilement et qui n'a pas de gros retentissement sur l'enfant, qui est la colostomie ou anus artificiel, qui n'est pas un très joli terme, mais qui permet à l'enfant de reprendre son transit en attendant qu'il grandisse. Et en réalité, après cette intervention, l'enfant peut retourner chez lui assez rapidement. Alors, juste Frédéric, parce que on a eu le point de vue d'Olivier, mais qui était un point de vue actif, ce qui est quand même plus facile. Vous étiez, vous, pendant ce temps-là, hospitalisé, ce qui est très difficile. Comment vous avez vécu, d'une part, l'annonce de la malformation, mais de l'opération de votre bébé à un jour de vie? Entre-temps, j'avais eu Sabine Sarnacki au téléphone, qui, voilà, quand Léonard est né, elle m'a plus ou moins tracé rapidement un petit schéma. Je crois que j'étais un peu inconsciente, quoi. Je ne me rendais pas bien compte. Ce que je vivais, c'est que j'avais pas mon bébé avec moi, que j'avais une chambre en plus juste à côté de la maternité de la clinique, donc je les entendais tous un peu râler, et puis j'attendais qu'Olivier me donne des nouvelles régulièrement. J'étais très angoissée quand même. Au bout de combien de jours vous avez vu Léonard? 3 jours, enfin le 3e jour. 3e jour. Voilà, il est né un vendredi et je l'ai vu le dimanche. Et le retour à la maison, c'est fait au bout de combien de temps? Alors là, ça a été un tout petit peu plus long parce que Léonard a eu un petit souci qui a été détecté par les équipes de Necker. Il a ce qu'on appelle un diabète insipide. Et le temps qu'on trouve, qu'on cherche, la raison, on ne l'a pas trouvée, mais en revanche, qu'on mette un traitement en place qui lui permette d'avoir une alimentation normale, il est rentré au bout d'1 mois. Là, en l'occurrence, la malformation n'a pas été détectée pendant la grossesse, qui est assez classique. De toute façon, tout, bien sûr, n'est pas détecté pendant les grossesses. Est-ce qu'elle l'aurait été? On aurait agi autrement? On aurait préparé l'intervention immédiatement? Comment ça se passe? Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Il faut dire d'abord que c'est une malformation qui est exceptionnellement diagnostiquée en période anténatale, et quand elle l'est, c'est plutôt de mauvais signes parce que ça veut dire qu'il y a d'autres malformations qui sont le point d'appel sur la région anorectale, qui est très difficile à expertiser en période prénatale. Ça n'aurait pas changé grand-chose. On aurait fait exactement la même démarche thérapeutique à la naissance. Et est-ce qu'il y a beaucoup de malformations viscérales donc, du nouveau-né quand elles sont détectées pendant la grossesse, pour lesquelles on change un peu la façon d'accoucher, enfin, pour éventuellement raccourcir le temps de grossesse? Alors, il y a quelques malformations, pas forcément les malformations digestives, mais des malformations qui peuvent avoir un retentissement soit sur les organes de l'enfant, soit sur le fonctionnement des structures vitales de l'enfant, soit sur la mère, qui vont conduire à avoir un accouchement, on va dire, plus précoce, en sachant que là, on comprend tout de suite qu'on est entre essayer de mener la grossesse le plus longtemps possible pour éviter les problèmes de la prématurité, et d'un autre côté, éventuellement, faire naître l'enfant plus tôt à cause des problèmes dont je viens parler tout à l'heure. Voilà. Une fois que vous étiez à la maison avec Léonard, est-ce que ça vous a paru très compliqué de faire les soins liés à la stomie? Est-ce que c'est quelque chose qui était compliqué à mettre en place pour vous? Non, c'est pas sur cette partie-là. Là, c'était assez simple à gérer. Une fois qu'on comprend comment on installe l'appareillage, ça se passe. Finalement, c'est même parfois plus simple parce qu'on change juste une petite poche plutôt que changer toute la couche. Voilà. La poche, finalement, c'est assez simple. C'est après que ça se complique un tout petit peu. Juste une petite question à propos de la stomie. Que peut-on mettre sur des irritations de stomie chez un nouveau-né prématuré? Alors, il y a aujourd'hui toute une gamme de produits pour justement essayer de faire cicatriser les peaux autour de la stomie, qui sont les peaux de prématurés sont extrêmement fragiles, d'une part, et d'autre part, il y a toute une gamme aussi d'appareillages de colostomie qui sont dédiés aux tout petits poids. Et là, il faut avoir une personne très précieuse que monsieur et madame Burgot connaissent très bien, qui est la stomathérapeute et qui est une infirmière spécialisée dans les soins de ces colostomies. Et c'est vraiment vers ce type de personnes qu'il faut se tourner parce qu'il y a toute une gamme de produits. Il faut voir l'enfant et voir d'où vient le problème. Est-ce que les selles sont trop acides? Est-ce que l'appareillage n'est pas adapté? C'est souvent le cas. Et juste puisque vous parlez des prématurés, est-ce que ces opérations, qui sont quand même des opérations qu'on fait chez les tout petits enfants avec des anesthésies, on peut les faire quel que soit l'âge de la prématurité, où il y a vraiment un seuil où c'est trop dangereux d'aller faire anesthésier un tout petit?
je crois que le problème ne se pose pas dans ces termes-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un enfant qui est né prématuré, et je disais tout à l'heure qu'on fait tout pour retarder la date de la naissance à cause de ce problème-là. Mais à partir du moment où vous avez un enfant qui est prématuré et qui pose un problème d'ordre chirurgical, on n'a pas beaucoup le choix. Alors c'est sûr qu'on va essayer de mettre en œuvre tous les autres moyens pour éviter des gestes agressifs chez ces tout petits enfants qui sont extrêmement fragiles. Mais parfois, malheureusement, nous n'avons pas le choix. C'est le cas par exemple des entérocolites du nourrisson. Je pense peut-être que cette dame fait allusion à ce type de complication qui est une complication fréquente. Enfin en tout cas classique des prématurés. Et voilà. Vous pouvez expliquer de quoi il s'agit? Alors c'est une infection qui va se propager à l'ensemble du tube digestif et qui va entraîner la perforation de ce tube digestif et une péritonite souvent très importante et grave, qui est une urgence. Mon fils a des vomissements, le pédiatre l'a hospitalisé, il s'agirait d'une sténose du pylore. Comment l'opération se passe-t-elle? Marine, on a un sujet. On va voir effectivement un sujet tout de suite. Juste, est-ce que vous pouvez aussi préciser ce qu'est la sténose du pylore? Alors la sténose du pylore, c'est une maladie bénigne. Je voudrais rassurer tout de suite cette maman. Je dis toujours aux parents que je ne leur souhaite d'avoir que ça dans la vie, qui consiste en une hypertrophie du pylore. On va voir en image le pylore. Voilà, c'est ce qui est pointé avec la flèche là. Et de ce fait, l'estomac, on comprend bien, ne se vidange plus ou très mal, avec donc comme conséquence des vomissements. C'est une maladie bénigne avec une intervention extrêmement simple qui guérit l'enfant puisque 4 heures après l'intervention, il peut reboire. On va vous voir effectivement opérer sur une telle maladie donc bénigne. Jean-Marie Pernaut et Simon Fichet ont assisté donc à cette intervention que vous pratiquez, professeur. C'est parce qu'il ne parvient plus à s'alimenter sans vomir et qu'il perd beaucoup de poids que ce bébé de 3 semaines doit subir une intervention d'urgence. Il souffre d'une sténose du pylore. C'est l'hypertrophie du muscle situé à la sortie de l'estomac qui fait obstacle au passage des aliments. Vous avez l'estomac par là, ici la partie, la sortie de l'estomac, et entre les deux, il y a un petit muscle, et ce muscle va s'hypertrophier et finalement entraîner un obstacle. On va inciser le muscle pylorique hypertrophié jusqu'à la muqueuse. Ça va s'ouvrir comme un livre et permettre le passage enfin des aliments vers le bas. Le bébé est maintenant endormi, l'équipe médicale se prépare pour l'intervention. Pour accéder au pylore, une toute petite incision suffit. Située dans les plis du nombril, elle ne laissera aucune cicatrice à l'âge adulte. Voilà, là on est à l'intérieur de la cavité abdominale. Vous voyez, je mets mes ciseaux dedans. Donc maintenant, notre travail, ça va être d'aller chercher le pylore. Je voudrais une Kelly, s'il vous plaît. Quelques minutes plus tard, le pylore est accessible. Le chirurgien le sort de l'abdomen pour pouvoir intervenir. Alors ici, c'est l'estomac. Et voilà ce muscle qui normalement doit être tout petit et qui, vous pouvez évidemment pas le sentir, mais il a une consistance extrêmement ferme, il est très hypertrophié, c'est une sténose du pylore. Donc maintenant on va faire la pylorotomie. Donc on va ouvrir le muscle avec un bistouri à lame froide. Donc on va inciser. On incise longitudinalement. Le muscle. Alors le muscle, vous pouvez le voir, le muscle hypertrophié, c'est ça. C'est cette épaisseur ici, là. Et ça là, c'est la muqueuse. Donc je continue à ouvrir largement. Progressivement, le chirurgien libère ainsi le passage de l'estomac vers l'intestin. Vous voyez, la situation a complètement changé depuis tout à l'heure. On voit bien que maintenant, le pylore va pouvoir laisser passer les aliments. Et maintenant, on va réintégrer tout simplement le pylore à l'intérieur du ventre. Et c'est terminé. Encore quelques points de suture avant de quitter le bloc. Et dans 24 heures, ce bébé pourra reprendre une alimentation normale. En tout, l'intervention n'aura duré que 20 minutes. C'est vrai qu'on est toujours impressionné par cette chirurgie des tout-petits. On nous demande si les nourrissons récupèrent plus vite que les adultes. C'est vrai, c'est tout à fait juste. Plus l'enfant est petit, plus il récupère rapidement d'interventions parfois lourdes. Et souvent, les parents, d'ailleurs, sont même très étonnés de cela, parce que c'est-à-dire que même un enfant de 10 ans récupère moins bien qu'un enfant de 1 an ou 2 ans, ce qui d'ailleurs guide parfois nos indications opératoires.